Vous regardez New York Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Les institutions d'une république dont le Sénat garantissent la représentation des citoyens et assurent un équilibre des pouvoirs, élément essentiel au bon fonctionnement de toute société. Dans un monde en perpétuelle évolution, il est primordial d'analyser comment un régime parlementaire favorise la participation citoyenne et la prise de décisions collectives. Au Togo, vous le savez, la 5e République instauré à la suite de l'adoption d'une nouvelle constitution le 24 mai 2024 repose désormais sur un régime parlementaire. Comment est-ce que ce système fonctionne-t-il dans le contexte togolais? Des sujets qu'on va aborder dans cette émission avec notre invité, Sena Alimpi. Vous êtes sénateur. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Guézéré, bonjour chers internautes. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau ce jour pour qu'on puisse parler du Sénat. Effectivement, l'émission est également disponible en ligne sur la chaîne YouTube de New World TV. D'abord, un sujet d'actualité, si vous le permettez, monsieur le sénateur. Le Togo participe donc au TICAD 9, le Tokyo International Conference for Africa Development. Oui. Et le président du Conseil, son Excellence Forest Ozina Singbe, y prend part aux travaux. Pour vous, en tant qu'homme politique, pour le Togo, quels sont les intérêts justement de prendre part à un tel événement mondial? Il faut dire que effectivement c'est l'actualité. C'est un sujet que je ne maîtrise pas trop, mais ce que je peux vous dire, c'est que le TICAD, effectivement, comme vous le dites, c'est le Tokyo International Conference on African Development. C'est un forum qui vise à soutenir le processus de développement en Afrique. Et bon, je ne sais pas, je ne connais pas trop ce sujet, mais ce que je peux vous dire un tout petit peu de mémoire de la coopération entre le Togo et le Japon, c'est que c'est une coopération qui touche beaucoup tout ce qui est santé, agriculture et tout ce qui touche les couches vulnérables. Alors je sais que dans le cadre du Kennedy Round, le Japon aussi finance des cargaisons de riz ou des choses qui ils donnent des fonds qui servent à financer des projets de développement et que pour la sécurité alimentaire, ils essaient de contribuer. Si on devait évaluer la coopération japonaise avec le Togo en chiffres, comme je vous dis, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Je sais qu'on doit avoir autour de 4 milliards, 4-5 milliards, donc 2,5 milliards pour tout ce qui touche au développement agricole, pour tout ce qui est soutien au développement agricole et aux exploitants agricoles. À peu près 1,2 milliard est alloué pour tout ce qui est agriculture, tout ce qui est riziculture et tout ça. Donc bon, on pourra en reparler peut-être. Pensez-vous que le Japon est un partenaire important, voire stratégique pour le Togo? Oui, moi je pense que le Japon est un exemple dont nous devons tirer, sur lequel nous devons prendre exemple, parce que le Japon est un pays qui n'a pas grand-chose. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les ressources naturelles, ils ont des ressources humaines, certes, en quantité, mais le Japon n'a pas beaucoup de ressources naturelles. Donc c'est s'inspirer du Japon en matière de développement? En matière de développement, parce que quand vous êtes un pays qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, comme c'est le cas du Japon, la culture dans le pays, la culture, la mentalité des citoyens détermine si vous allez vous développer ou pas. Les Japonais sont très disciplinés, c'est un pays très propre, c'est des gens travailleurs. J'ai eu des Japonais qui travaillaient sous mon commandement dans une autre vie dans le secteur privé quand j'étais en finance, ponctuels, sérieux, disciplinés, ils font leur travail correctement, sans histoire, il n'y a pas de problème d'éthique, très honnête. Et toutes ces valeurs-là, je pense que dans un pays comme le Togo, qui est en crise de valeurs en ce moment, où on essaie de lutter contre la corruption, on veut améliorer la gouvernance, on vient d'implémenter un régime parlementaire, ils ont des valeurs qui devraient nous permettre de... Si on arrive à prendre exemple sur ces valeurs et qu'on peut en tirer quelques-unes qui sont compatibles avec ce que nous sommes comme Africains, ça devrait nous permettre de gagner du temps, d'être plus productifs, d'être plus compétitifs. Donc c'est, comme je vous ai dit, le sujet du TICAD, je ne le maîtrise pas, mais la coopération Togo-Japon, au minimum 4-5 milliards,
tout ce qui touche agriculture, santé, soutien aux exploitants agricoles et des choses comme cela, et soutien aux populations rurales vulnérables. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Je me préparerai sur le sujet. Justement, merci beaucoup. Et pour revenir donc au sujet du jour, le régime parlementaire, vous l'évoquiez, justement, et dans le cadre de la 5e République togolaise et du passage au régime parlementaire, comment définirez-vous le rôle du Sénat? Vous êtes sénateur, comment définissez-vous le rôle de votre institution et de son apport dans la représentation citoyenne et surtout en l'équilibre des pouvoirs? Alors, merci beaucoup pour la question. La première chose que je ferai, c'est que j'inviterai tous les Togolais à lire la Constitution du Togo. Ça les aidera à comprendre ce qu'est le Sénat et son rôle dans la vie politique, c'est-à-dire que du pays. Oui, dans la vie politique du pays et son impact sur les citoyens. Donc la Constitution, pour ceux qui n'ont pas accès à cette Constitution, elle est disponible sur mon site au www.alipui.com au bas de la page. Donc vous avez la Constitution en anglais, je l'ai traduite également en français plutôt. Je l'ai traduite en anglais et en portugais et on a eu un peu d'aide pour pouvoir la traduire également en arabe pour ceux qui sont musulmans ou ne peuvent pas parler français. Donc elle est disponible, c'est notre Constitution, je vous invite à la lire et à vous l'approprier. Maintenant, concernant le Sénat, l'article 16 de la Constitution nous dit qu'elle assiste l'Assemblée nationale dans l'exercice de ses fonctions. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que le Sénat aide à contrôler l'action gouvernementale, il aide à évaluer les politiques publiques. C'est un rôle de représentation des collectivités territoriales. Le Sénat participe à l'élection du président de la République et assure une certaine stabilité et une certaine continuité des fonctions, des plus hautes fonctions de notre pays. C'est-à-dire qu'en cas de vacances de pouvoir, le président du Sénat assure l'intérim. Donc c'est une institution importante qui analyse et vote les projets de loi également, parce qu'en fait, quand les projets de loi passent par l'Assemblée dans un premier temps, une fois que l'Assemblée a fini de traiter le texte, il est envoyé au Sénat où nous jetons un coup d'œil. Et le Sénat est composé de 61 membres, dont 2 tiers sont élus par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux, et 1 tiers sont nommés par le président du Conseil. Alors c'est une institution donc qui va revoir, qui relie les projets de loi, et si tout est bon, le texte est voté favorablement. S'il y a des amendements et on arrive à une conclusion que ce que nous trouvons bon comme texte est différent de ce que l'Assemblée nationale a voté, il y a une commission mixte composée de députés et de sénateurs qui revoit le texte pour trouver un consensus. Et une fois que cette étape est passée, le texte est retourné à l'Assemblée nationale qui va donner le dernier cachet pour que le texte puisse quitter ce qu'on appelle le Parlement. Donc, le Sénat fait partie des 2 chambres du Parlement. C'est la chambre haute du Parlement. Eh bien, pour des Togolais qui pensent encore que le Sénat est une institution de trop pour le Togo, que leur répondez-vous pour les rassurer de son importance? Je peux les comprendre. Dans un contexte de vie chère, où malgré que nous ayons de très bons chiffres macroéconomiques concernant l'inflation au Togo est passée de 2,2% en mai 2025 à 1,9% en juin 2025. Alors que nous étions autour de 7-8% en 2022. Donc c'est une baisse drastique de l'inflation. Mais le panier de la ménagère continue à crier au secours, comme je le dis. Parce que, bien comment entendu, expliquer donc cela? Mais comment on explique cela? Il y a le coût de l'énergie. Il y a le fait qu'on importe beaucoup de choses. Mais c'est-à-dire que même si vous décidez de consommer des produits locaux, si vous voulez les transformer pour qu'il y ait une plus-value, toute la machinerie et les choses que vous importez, même peut-être des tenues spécialisées pour pouvoir faire le travail, est importée. Donc vous êtes donc dépendant du prix de ces produits à l'externe. Bon, maintenant, en dehors donc de l'énergie, j'ai parlé du coût des intrants, de ce qu'on utilise, il y a et qui peut donc aussi affecter le prix, même de produits locaux sur le marché, puisque si toute ta machinerie vient de l'extérieur et tu incorpores ça dans ton prix. Il y a également peut-être, et c'est quelque chose que je vais regarder un peu plus tard, s'il y a un excès de masse monétaire dans le pays. C'est-à-dire que si on a émis trop de monnaie, ça peut créer également ça peut également créer de l'inflation. Nous importons beaucoup de produits étrangers, même des produits de consommation. Et tout cela
contribue à, quand vous ajoutez ce que prend la douane, vous avez la marge du commerçant qui a importé le produit, sa marge, son profit, le grossiste, puis le détaillant, la TVA, vous voyez bien que finalement, le Togolais dont le revenu est bas, parce que les Togolais ne gagnent pas beaucoup d'argent comparé aux autres. Mais ça, c'est un peu lié à notre histoire et lié à d'autres facteurs. Donc, ce que je veux dire, et puis il y a la question du budget. On est en train de bancariser le pays petit à petit, mais il y a beaucoup de gens qui doivent être formés à comment on gère un budget. Parce que les Togolais ne sont pas aussi bien payés que ça. Et je le disais il y a 3 jours, je n'ai pas été bien compris. Mais le SMIC au Togo est un peu plus de 52 000 francs. Oui, il est en hausse, francs. mais comme je vous le disais, je parlais du budget il y a 3 jours au Togo. Je n'ai pas été bien compris. Mes propos ont été déformés, tournés à l'envers, extraits de leur contexte et mis sur la place publique de façon tordue, donnant l'impression qu'on méprisait les populations. Sur ce plateau, quelle est votre réponse à cette question? Alors, concernant le budget, ma réponse est qu'il faut augmenter le revenu des Togolais. Parce que le Togolais, tel que vous le prenez maintenant, s'il gagne 100 000, il est dans la fonction publique prenant, son premier réflexe, c'est d'avoir la maison qu'il va habiter à la retraite. Donc, il a tendance à aller prendre un prêt dans un premier temps pour acheter le terrain. Quand il aura fini de payer ce prêt, il va en prendre un deuxième pour maintenant payer la construction de la maison. Donc, son petit salaire est déjà grévé. Après cela, et pendant ce temps, il paie donc un loyer également, puisque pendant qu'il fait tout cela, donc il a le prêt, il a le loyer, il a la famille, il a la femme, il a les enfants, il y a ceux qui ont plus qu'une femme. Donc, il y a le style de vie et tous ces produits importés qu'il consomme, tout cela fait qu'il ne lui reste presque plus rien. Et c'est ce que je dis aujourd'hui et c'est ce que je disais également comment est-ce que lundi. le Sénat, cette institution, va-t-elle donc intervenir pour essayer de rééquilibrer les choses et améliorer justement ce pouvoir d'achat du Togolais lambda? Alors, jeudi 2 octobre 2025, nous allons commencer ce qu'on appelle la session budgétaire. C'est la session qui va nous permettre d'adopter le budget du 2026 du Togo. Et nous sommes dans une structure de budget programme. Donc, nous allons voir ce que le gouvernement propose et nous allons, au vu de ce que disent les populations, des besoins qu'elles expriment, voir comment ces priorités peuvent être incorporées. Parce que nous sommes minoritaires, gardez ça en tête. Nous ne sommes pas le parti au pouvoir, nous ne sommes pas majoritaires. Nous allons voir comment ça peut être incorporé dans ce que disent les populations. Mais les citoyens devraient-ils espérer de grandes améliorations? Il faut, oui. Et vous savez, il faut qu'on soit aussi un peu honnête. Si nous reculons 2-3 ans en arrière, à cette même période, au mois de septembre, on a augmenté la valeur indiciaire de 10% pour les fonctionnaires et de 15% pour les gens qui touchent une pension. Ce qui représentait une mesure, je crois, de 2-3 milliards, ou en tout cas, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, 10 mesures, incluant 10 000 francs à tout le monde pour son transport, des mesures pour soutenir les parents qui ont des enfants qui retournent à l'école. On a maintenant d'autres mécanismes comme School Assure, on a l'AMU, on a une foule de programmes qui sont là. C'est très bureaucratique encore pour le moment, mais ces programmes-là existent. Il y a aussi d'autres sujets préoccupants, par exemple, comme l'allocation familiale qui est toujours à 2 000 francs depuis plusieurs années. Quand est-ce que ça va s'améliorer? Alors, on règle les problèmes un à un. En 2019, nous, notre combat, c'était que le SMIC augmente. Ça a mis 4 ans pour qu'on ait gain de cause. Et le SMIC est passé de 35 000 à 52 500, dépassant de 2 500. Pas aussi le sentiment que les Togolais commencent par aussi trop s'impatienter? Non, c'est normal. Bon, on a tendance à penser que... Et là, je suis là comme sénateur. On laisse la politique de côté. Je vous parle d'un point de vue financier. La vie coûte cher au Togo. Les gens traversent des situations difficiles liées à leur style de vie, liées à des facteurs externes et internes qui impactent l'inflation dans le pays, donc la vie chère. C'est difficile pour eux. Il faut comprendre que nous venons d'une période de crise qui ne dit pas son nom, qui a fait que nous nous sommes endettés, c'est-à-dire que nous avons eu la Covid avec des dépenses qu'on n'a pas prévues, puisque le mal est arrivé subitement, il fallait équiper les hôpitaux, il fallait importer des produits, on a arrêté beaucoup de choses pendant cette période-là. Donc nous avons eu le choc externe qu'est la Covid d'une part, et nous avons un deuxième choc externe dont on ne parle pas. Et donc là, je vous dis que je ne fais pas de politique, on parle juste de finances. 5 ans après, les séquelles sont-ils encore toujours importants dans le budget de l'État? Bien sûr, mais vous regardez le risque sécuritaire. Dans le Nord, il y a une guerre dont on ne parle pas. Notre pays, le Togo, est agressé. Et bien entendu, cela a un impact sur le budget. Donc toutes ces choses-là
coûte cher. On est obligé d'emprunter de l'argent. Du coup, le service de la dette, ça explose. C'est vrai qu'on a fait un rebasage du PIB qui a permis qui a eu un impact sur notre niveau d'endettement. Mais la situation, les chocs externes que nous avons subis, le contexte actuel que nous vivons est difficile. Il ne faut pas qu'on pense que c'est difficile pour nous seulement. C'est difficile partout dans le monde en ce moment. La vie coûte cher partout dans le monde. Mais ici, comme nos revenus sont encore plus bas, nous sommes encore plus impactés. Et donc, on essaie de déployer les filets sociaux et des politiques qui vont permettre d'optimiser l'aide. Alors, quand vous avez des projets comme l'identification biométrique qui sont déployés, justement, c'est pour pouvoir ensuite segmenter la population pour savoir mais qui sont vraiment les gens vulnérables et pouvoir cibler l'aide pour qu'ils puissent avoir l'aide dont ils ont besoin pour avoir un minimum de vie dans la dignité. Vous avez l'identification biométrique qui devrait nous permettre d'élargir l'assiette fiscale. Parce qu'au Togo, l'OTR arrive à collecter beaucoup d'argent. Ils font de leur mieux. Ils font un travail qui est alloué. Il y a des choses qu'on peut leur reprocher, bien entendu. Je crois qu'il y a beaucoup de gens à qui l'OTR donne des frissons et qui n'ont pas nécessairement une bonne expérience avec l'OTR. Mais c'est une institution qui est dans un rôle de collecte. Et donc, qui collecte. Et il faut élargir la base fiscale parce que si 20% des Togolais sont ceux qui payent 100% des impôts, qui des 80%. Donc, en faisant l'identification biométrique, on va pouvoir élargir l'assiette fiscale et peut-être 40, 50, 60, 70% des Togolais vont maintenant payer l'impôt, ce qui va réduire ce que les 20% qui paient maintenant paient et va faire que tout le monde va apporter sa contribution. Il faut également accélérer la transition des gens qui sont dans le secteur informel vers le secteur formel. Il y a eu des initiatives de l'État comme la DOCI et tout le reste, mais le b.a.-ba, et c'est pourquoi c'était un de nos chevaux de bataille, c'est l'identification biométrique, une bonne identification des populations et un bon maillage du territoire. C'est-à-dire qu'il faut que chaque maison ait une adresse définie avec une boîte postale et un QR code pour la géolocalisation. C'est-à-dire que quand je prends votre carte d'identité, il y a un QR code qui doit pouvoir me permettre de savoir qui vous êtes, où vous habitez, et même quand vous déménagez, vous devez le signaler pour qu'on puisse organiser le développement. Le processus était en pause entre-temps. Oui. Est-ce que cela a repris? Bien sûr, on a fini dans Golfe 1 et aujourd'hui, le 20 août, dans Agoué, l'identification biométrique débute. Donc, si vous ne vous êtes pas encore fait identifier, faites-le. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent pas, ils ont l'impression d'être fliqués. Bon, on va se développer comment? Nous n'avons pas grand-chose, donc le peu que nous avons, nous devons nous organiser. Mais en même temps, je termine dessus puisque c'était une parenthèse, si nous voulons que les populations restent engagées dans ce processus-là, il faut qu'on lutte beaucoup plus sérieusement contre la corruption. Parce que là, tel que c'est, les gens n'ont pas envie de payer des impôts en se disant que ça va enrichir juste une minorité ou bien 2 ou 3 personnes. C'est comme si on climatisait cette salle et on laissait la porte et la fenêtre ouverte. On aura une énorme facture d'électricité et on ne sera pas au frais non plus. Les attentes sont nombreuses au niveau des populations. La situation actuelle en est la preuve. Oui. Pendant ce temps, les 2 chambres sont en vacances pour 3 mois. Le Parlement ainsi que le Sénat. Oui. Depuis 3 mois, le Togo est en attente d'un nouveau gouvernement. Oui. Comment se porte le pays selon vous? La République ne dort pas. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des séquences constitutionnelles. C'est la Constitution en son article, je n'ai pas l'article en tête, qui détermine quand le Parlement fonctionne et quand il est en vacances. Je vous donnerai l'article tout à l'heure. Bon, donc nous sommes tenus de respecter ce calendrier-là. Il est même daté. C'est-à-dire qu'on dit c'est le 1er jeudi et le 1er mardi. Donc maintenant, je vous dirai que c'est le 2 octobre que nous nous reprenons. Le gouvernement n'est pas dans la même situation. Nous, parlementaires, il n'y a pas d'affaires courantes pour nous. Le gouvernement est dans une situation où le gouvernement a démissionné. Justement, les ministres expédient les affaires courantes. Depuis 3 mois, pour les Togolais, c'est une transition record pour certains. Oui. Et comment est-ce qu'on gère justement le pays dans ces conditions? Si je devais vous donner une opinion honnête, je vous dirais que moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème parce que le pays continue à tourner. Mais ça pose beaucoup de problèmes à des gens qui ont des inquiétudes. Et je pense que justement, comment rassurer les citoyens je n'ai pas de prérogative. Inquiets quant à cette situation? Entre nous, madame, ce n'est pas moi qui nomme les ministres, donc je ne sais pas quelles sont les pesanteurs dont lui, il tient compte, mais j'ose espérer qu'assez rapidement, pour ne pas dire dans les semaines qui suivent, ou
tout cas assez rapidement, nous aurons un gouvernement pour mettre fin à cette bulle, parce que pour moi c'est une bulle. Parce que les ministres expédient les affaires courantes, ils font tout ce qu'il y a à faire. Dès qu'on va nommer de nouveaux ministres, la passation va se faire en moins de 48 heures et le travail continue. Vous voyez, nous avons la rentrée scolaire dans quelques semaines. Moi, comme homme politique, comme sénateur, ce qui me préoccupe, c'est quelles sont les mesures qui vont être prises pour soutenir les parents d'élèves dans ce contexte de vie chère. C'est ça qui me préoccupe. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va maintenir l'inflation basse? Comment est-ce qu'on va augmenter les subventions que l'on donne aux gens qui sont dans le secteur agricole, qu'on va donner aux femmes, qu'on va donner aux jeunes? Que va-t-on faire des revendications de nos jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui n'arrêtent pas d'exprimer leur mal-vivre? Comment adresser ces revendications des populations en ce temps de la transition? Nous sommes le 20 août 2025 aujourd'hui, un an jour pour jour, pour le gouvernement Dogbe, démissionnaire de la 4e République. Oui. Comment est-ce que justement le Sénat se préoccupe de cette situation? Alors moi, si vous me demandez vraiment quelles sont mes priorités, la formation du gouvernement, ça, ce n'est pas vraiment mon problème immédiat. Ça, c'est le problème du président du Conseil. Il n'a qu'à gérer ce côté de la chose. Moi, comme sénateur, ce qui me préoccupe, c'est le sort des gens qui sont dans le pays, c'est-à-dire des populations, des jeunes, des femmes, l'environnement dans lequel nous sommes. Il faut vulgariser le régime parlementaire que nous avons adopté. C'est ce que je fais, c'est pourquoi je suis sur les médias tout le temps. Mais le Sénat a-t-il un regard ou non sur le délai Non, il n'y a pas de délai. C'est ça le truc. Ce n'est pas comme l'Assemblée nationale ou le Sénat, où quand tu quittes une séquence, tu rentres dans une séquence. Quand tu quittes une séquence, tu rentres dans une séquence avec des jours et le mois. Le gouvernement a démissionné, il y a quelqu'un qui doit nommer les ministres. Laissons-le faire son travail. Il peut le faire en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours, en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Au vu de ce que disent les Togolais, espérons que ça ne dure pas trop, puisque ça semble les préoccuper. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le panier de la ménagère. Des services publics et de la stabilité des politiques publiques, c'est des questions majeures vis-à-vis des populations. Mais vous mettez-vous à ma place, comme je vous dis, moi, c'est l'inflation qui me préoccupe. Ce qui me dérange et qui me préoccupe, et j'ose imaginer l'impact sur les opérateurs économiques, c'est le ralentissement de l'Internet dans le pays. C'est un problème. Notre pays est en guerre, certes, on a des problèmes sécuritaires, donc la sécurité n'a pas de prix. Mais je demanderai aux autorités de vraiment bien évaluer la situation parce que cela nous impacte vraiment négativement comme citoyens, comme opérateurs économiques. Je n'ose pas imaginer les gens dont le business est basé sur l'Internet. C'est terrible. Bon, en même temps, je ne sais pas les raisons autres que sur lesquelles je peux spéculer. Donc moi, je veux juste qu'on sorte rapidement de cette situation, que le pays soit stable, que les revendications que les jeunes ont portées bruyamment, avec beaucoup de virulence, sans y mettre la forme, je ne suis pas du tout d'accord avec les insultes. Mais au-delà des insultes, il y a un certain nombre de vérités, il y a le fond des problèmes qu'ils posent que nous devons régler. Et pour cela, moi, je pense qu'il faut des états généraux de la jeunesse éventuellement. Ça, c'est ce que je pense comme personne, pour vraiment être à l'écoute de la jeunesse. Comment se porte notre jeunesse? Comment se porte la majorité des Togolais? Parce que le Togo est un pays de jeunes. Il faut des états généraux de la diaspora, parce que nous avons une diaspora importante à l'extérieur, qui représente en termes de revenus qui rentrent au Togo près de 500 milliards, soit le quart du budget par année. C'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider le Togo? Comment on peut structurer cette force qu'il constitue en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, en termes de compétences pour aider le processus de développement dans le pays? Moi, ce sont ces choses-là qui me préoccupent. J'aimerais voir nos amis qui sont sur les réseaux sociaux. J'aimerais que, comme politiciens, on puisse trouver des réponses à tous ces problèmes et que l'atmosphère soit suffisamment apaisée pour que des gens comme Ferdinand Haïté, Zaga Bambo, Rodako, François Bokor, Kofi Amian, et tous ces gens-là qui pourraient apporter quelque chose au Togo, puissent rentrer et n'aient pas à être à l'extérieur et à crier.
Mais ça ne passe que par le dialogue, ça passe par la discussion. Et vous me demandiez qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances. Ben moi, je fais la promotion du régime parlementaire, je l'explique. Parce que les gens disent certains disent qu'ils n'en veulent pas, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. C'est pourquoi je dis, c'est sur mon site web, allez le lire. On l'a mis dans plusieurs langues, lisez-le. S'il y a des articles qui ne vous plaisent pas ou vous pensez qu'on peut les améliorer, écrivez-moi à partir du site web ou bien appelez-moi au 90 39 42 47 par WhatsApp. Nous avons voté cette constitution-là. C'est notre constitution. Le Donc Sénat, on va c'est une l'expliquer. nouveauté. S'il y a des choses qu'il y a à améliorer, à ce moment, on va en discuter au CPC, qui va faire des recommandations au gouvernement, et toute la machine va se mettre en branle. Et ça, c'est des choses qui vont au-delà de qui est majoritaire, qui est minoritaire. C'est qu'est-ce qui est bon pour le Togo. Et vous êtes d'une formation de politique de l'opposition. Et quelle est votre vision de l'action justement de l'opposition au sein du Sénat et de ses outils pour veiller au bon fonctionnement de cette institution à laquelle vous appartenez, donc qu'est le Sénat? Alors, notre institution, le Sénat, est une institution qui est jeune. Il y a 2 groupes parlementaires qui ne sont pas du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a nous-mêmes, le groupe parlementaire, groupe C5, qui regroupe la CPP, le PDP, le parti clé, le MCD et l'UFC. Nous sommes 5. Et nous avons un parti, le MRC, qui est affilié à nous pour d'autres choses. Mais le groupe parlementaire même, c'est 5. Et je suis le président de ce groupe parlementaire-là. Et vous avez un deuxième groupe parlementaire qui viendra lui-même se présenter un jour ici, avec Bâtir et les autres. Comme parti d'opposition, notre rôle est de critiquer de façon constructive l'action gouvernementale, de faire des propositions pour que la qualité de vie des Togolais s'améliore. J'aimerais que dans 5 ans, lorsque nous quitterons nos fonctions, il y ait moins de plaintes dans le pays. C'est-à-dire que les Togolais soient un peu plus heureux, qu'on ait réglé un tant soit peu le problème de la vie chère, qu'on ait une adduction d'eau qui est meilleure que celle qu'on a, une meilleure fourniture d'électricité à un meilleur prix, qu'on ait des emplois pour nos jeunes, qu'on ait un meilleur système éducatif, qu'on ait un bon système de santé, qu'on ait une sécurité qui s'est améliorée, que les problèmes dans le Nord soient réglés et que le pays soit plus propre, les problèmes de salubrité. Et pour y arriver, quelles réformes institutionnelles seraient nécessaires pour donc rendre le régime parlementaire aujourd'hui plus efficace et moins sujet à des blocages, tout en justement renforçant la garantie démocratique? Alors ce qu'il faut comprendre et que les gens peut-être ne savent pas, puisque beaucoup peut-être n'ont même pas pris la peine de lire, ils se contentent de ce qu'on raconte. Le régime parlementaire rapproche les élus des populations et rend le gouvernement beaucoup plus comptable de ce qu'il fait, redevable vis-à-vis du Parlement. Qu'est-ce à dire? Je suis député d'Anié. Concrètement, comment créez-vous cette proximité avec les citoyens? Elle est inhérente à la Constitution. Je suis député d'Anié. Je vous donne un exemple. J'ai été élu. Toi, tu es élu chez toi, l'autre est élu chez lui. Grâce à la majorité que nous formons, automatiquement, le président de notre parti devient président du Conseil. Il choisit ses ministres, il forme le gouvernement. Il y a des projets à Anié qu'il faut réaliser. Si ces projets-là ne sont pas réalisés, ce n'est pas le président du Conseil la première victime. C'est moi qui suis l'élu de la région, la première victime. Parce que les gens ne vont plus voter pour moi. On va dire, ah, mais on a voté pour vous. À l'échelle du pays, vous avez la majorité, vous avez eu le président du Conseil. Les projets d'Anié n'ont pas été réalisés. Donc, nous allons aller essayer un autre député. Alors, moi, même si je suis du même parti que le président du Conseil, si dans le plan de développement, le plan national de développement et dans le plan d'action du gouvernement, il y a des projets qui concernent Anié qui ne sont pas faits, il n'y a pas d'amis. Je vais interpeller le ministre. Parce que j'ai besoin, c'est pour ma propre survie, pour le bien-être de mes populations, le travail doit être fait. Donc c'est cette chape que le régime parlementaire met sur la tête des gens. Et beaucoup de gens ne le voient pas. Nous ne sommes plus dans un système présidentiel où un beau jeune homme viendra vous raconter sa vie avec un projet pour tout le pays. Il est élu, il disparaît pour 5 ans. Et qui allez-vous aller chercher? Allez le chercher lui là-bas? Non. Et donc maintenant le système a changé. Celui qui est votre député, c'est lui qu'il faut attraper par la chemise. Celui qui est votre sénateur, parce que donc quand je prends Anié par exemple, nous avons donc les conseillers municipaux,
nous avons le député, nous avons le sénateur. Vous avez 3 personnes à aller attraper le costume pour chasser, pour être sûr que ce qui doit être fait est fait. Et s'ils ne font pas leur travail, vous pouvez les saisir par écrit. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne donne rien. Vous saisissez le ministère de tutelle, ça ne donne rien. Les médias sont là, vous allez à la radio, vous dites mais on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, ça va emmener de la lumière sur le problème. Sur ce plateau, la pression numérique actuelle, concrètement, qu'est-ce qui se fait? Est-ce que la pression numérique actuelle, la création est née des réseaux sociaux qui perdure? Comment sortir de cette impasse? Oui, moi c'est ce que je dis, c'est le dialogue. C'est-à-dire que ces jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, je ne suis pas du tout d'accord avec les insultes. En réalité, je ne suivais même pas parce que moi, dès que vous commencez à insulter, ça ne m'intéresse même plus ce que vous dites. Je ne perds pas de temps avec ça. Par contre, il y a ce qu'ils disent, il y a la manière dont ils le disent. Si ce qu'ils disent, il y a des parts de vérité où c'est vrai et ça nécessite des changements politiques ou structurels, ce n'est qu'autour d'une table en discutant qu'on va s'entendre. Vous comprenez? Ce n'est pas dans la rue qu'on va s'entendre. Ce n'est pas dans le chaos qu'on va s'entendre. Le chaos, quand il est créé, on ne sait pas ce qu'il y a derrière le chaos. Souvent, c'est un opportuniste qui récupère le mouvement et s'installe et en profite. Et vos problèmes ne sont pas réglés. Alors moi, je dis, je vais aller à leur rencontre. Tout comme je viens vers les médias pour discuter, je vais aller à la rencontre de la diaspora et des autres personnes qui constituent le Togo pour écouter de plus près leurs revendications, essayer de les comprendre et maintenant, comme politique, voir comment on peut articuler leurs revendications, puisque je suis au CPC, pour que s'il y a des problèmes qu'ils ont posés, on puisse en faire des problèmes politiques, qu'on discute dans un cadre politique, on saisit le gouvernement, nous-mêmes nous sommes au Parlement, pour voir comment on peut trouver des solutions, plutôt que de tout mettre à plat et faire un saut dans l'inconnu. Il faut réviser la charte des partis politiques, il faut réviser le code électoral, il faut réviser la loi sur la chefferie de l'opposition, parce que maintenant on a le Sénat qui est là, on a les conseils municipaux et on a l'Assemblée nationale. Comment détermine-t-on le chef de file de gouvernement? Oui, ça arrive, ça va arriver. C'est inéluctable. C'est juste une question de temps maintenant. Donc beaucoup de patience. Moi, j'invite les Togolais. On est presque à la fin, c'est ça? Justement, vous amorcez bien votre mot de fin pour les téléspectateurs. Allez-y. Moi, j'invite les Togolais à lire la Constitution et à ne pas céder aux histoires qu'on leur raconte. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Vous avez le droit de manifester, sauf que ça doit être encadré par la loi. Alors si vous comptez manifester, approchez le ministère de l'administration territoriale, entendez-vous avec lui et manifestez pacifiquement. Merci. Et les forces de l'ordre aussi, allez-y doucement. Nous n'avons qu'un seul pays que nous essayons de construire. On n'a pas besoin de tout mettre à plat et de tout détruire en clamant qu'on veut construire. Les insultes et tout ça là, c'est sans avenir, ça ne mènera nulle part. Merci. Je vous remercie. Merci d'être passé sur ce plateau, sénateur Sénat. Allez, puis vous êtes donc de la formation politique UFC. Merci à vous également. C'est moi qui vous remercie. Suivi dans l'invité du jour.